Jour, semaine, mois de haute turbulence pour le Parti socialiste, le gouvernement, le président de la République. Beaucoup de textes arrivent à l'Assemblée et bien une partie de la majorité présidentielle n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le gouvernement. On va en parler avec l'un d'entre eux d'ailleurs, Pascal Cherki, député PS de Paris. Pascal Cherki, bonjour. Bonjour. Trois petites questions pour commencer, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Soutenez-vous la grève des cheminots qui sont pour le rapprochement de la SNCF et... Oui, enfin, le rôle d'un député, c'est pas forcément de soutenir une grève. En tout cas, je pense qu'il faut entendre l'interpellation des cheminots. D'accord. Ok, pour la création d'une holding. Sur la loi ferroviaire, il faut entendre ce qu'ils nous disent. D'accord. Le gouvernement doit-il revenir sur les 30 milliards de crédits d'investissement et de baisse des charges promis aux entreprises? Oui, on doit les réallouer différemment. Si vous voulez, on en reparlera. Eh bien, c'est exactement le cas. Le gouvernement peut-il faire une autre politique sans toucher aux 50 milliards d'économies qu'il a promis jusqu'à la fin du quinquennat? Non, mais en même temps, dans le cadre de cette politique, on peut le faire agir bien différemment. D'accord. Alors, on va commencer à en parler avec Bruno Le Maire, qui était hier dimanche sur BFM TV. Je pense qu'on est arrivé à un niveau d'imposition confiscatoire. Et qu'avant de regarder la fraude, l'évasion, que bien sûr je condamne comme vous, il faut peut-être se dire, si on avait une fiscalité plus attractive, eh bien l'impôt rentrerait mieux. Un des sujets, c'est de dire, et le gouvernement le dit, on a fait des progrès sur la fraude fiscale, c'est-à-dire qu'on a sanctionné davantage, les gens reviennent. Est-ce que, d'après vous, c'est parce que les gens sont tentés de partir parce qu'il y a trop d'impôts dans ce pays, justement? Trop d'argent? Ah oh. Trop d'impôts? C'est peut-être le choix qu'ils font. Mais généralement, ceux qui font cela sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Moi, je les invite à s'interroger sur leur propre esprit civique. S'ils ont gagné de l'argent, c'est pas simplement grâce à leur talent, c'est grâce aux opportunités que leur offre leur propre pays. Donc au moment où on demande des efforts aux Français, que ceux qui sont le plus en mesure d'en faire fassent sécession par rapport à l'égalité républicaine et s'en aillent vers d'autres cieux pour protéger leur cassette comme Harpagon protégeait la sienne, je trouve cela méprisable. Donc la fiscalité n'est pas confiscatoire telle qu'elle existe en France aujourd'hui? Pas pour cela. D'accord. Elle peut poser un problème pour les classes moyennes et les classes populaires, mais pas pour cela. Il leur en reste suffisamment. Moi, j'aimerais être dans la situation de celles et ceux qui payent un impôt sur les grandes fortunes. J'aimerais être dans la situation d'Arthur, de me dire qu'avec 200 millions d'euros de fortune personnelle, qu'est-ce que je dois faire? Mais à ce moment-là, je ferai d'autres choix. Vous ne seriez peut-être pas à la gauche du Parti socialiste? Je ne suis pas à la gauche du Parti socialiste, je suis socialiste. Monsieur. Alors, on va en parler. L'appel décent. Alors, donc, hier, il y a un appel décent qui a été mis en place, dans lequel figurent les 41 frondeurs, ce qu'on a appelé les frondeurs, c'est-à-dire tous ceux qui se sont abstenus quand il y a eu justement le vote sur les 50 milliards à l'Assemblée nationale. Non, sur le pacte de stabilité. Sur le pacte de stabilité à l'Assemblée nationale. Vous, est-ce que vous allez voter le collectif budgétaire qui va être promis à votre sagacité dans le mois qui vient? On verra. De toute manière, à la fin, j'émettrai un vote. D'accord. Je voudrais rappeler une chose assez simple. Il y a un enjeu de méthode, un enjeu de fond. Bon, l'enjeu de méthode, nous sommes dans un régime qui est un régime d'équilibre des pouvoirs et de séparation des pouvoirs. Donc, dans une démocratie, a fortiori dans une république, le gouvernement prépare la loi et après l'exécute, mais le parlementaire la discute, l'amende. Et après, la vote. Et là, vous allez faire des amendements? Bien sûr, nous allons faire tout simplement... Quels sont les principaux amendements que vous voulez déposer? Avant de vous le dire lesquels, nous allons faire tout simplement notre travail de parlementaire. Nous avons reçu un mandat des citoyennes et des citoyens pour les représenter à l'Assemblée nationale. Nous, notre légitimité, je le rappelle, nous la tirons du vote du peuple. D'accord. Alors, vous allez être reçu d'ailleurs normalement par Manuel Valls cette semaine, pour en parler? Peut-être. D'accord. C'est quoi alors les amendements auxquels vous tenez? L'idée laquelle? C'est de partir d'un constat que si on continue cette politique exactement avec l'épure qui nous est proposée, nous aurons une hausse continuelle du chômage et une aggravation des inégalités. Ce n'est pas moi qui vous le dis simplement, ce sont les instituts de conjoncture. Donc, sans remettre en cause finalement les grands équilibres à cette étape que le gouvernement propose. Les grands équilibres, le gouvernement propose 50 milliards d'économies d'ici à 2017, ça vous gardez? Annoncé, on verra si on les fait. Vous les gardez? Enfin, on les garde, le gouvernement les propose, après on verra comment il les réalise. En revanche, vous voulez ventiler différemment les 30 milliards? Non, on veut tout ventiler différemment. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement propose de faire 41 milliards de transferts en direction des entreprises
d'allègement dit de cotisation et de charges, et en même temps 0,5 milliard en direction des ménages. Oui. Pourquoi? Parce qu'il donne 5 milliards, mais il en reprend 4,5 par des gels de prestations. Nous pensons que cet équilibre-là pose problème. Il pose des tas de problèmes parce qu'il ne relancera pas la croissance, le chômage continuera de flamber, et en plus, pour les collectivités locales, la ponction de 11 milliards qui est annoncée risque de mettre cul par terre la filière du bâtiment, puisque les collectivités, dans ce cas-là, vont freiner l'investissement public. Donc nous proposons dans cette épure de 46 milliards une réorientation. D'accord. Consiste à dire quoi? Faisons quelque chose d'équilibré. Plus pour les ménages et moins pour les entreprises? Équilibré. Nous n'avons pas simplement un problème d'offre, nous avons aussi un problème de demande. Si aujourd'hui les entreprises n'investissent pas... là, j'ai l'impression d'entendre un discours socialiste un peu vieux, non? Mais non, c'est le discours du FMI, monsieur. C'est le discours de l'OFCE. C'est le discours aujourd'hui des économistes américains, prix Nobel, monsieur Krugman et monsieur Stiglitz, dont à ma connaissance, ils n'ont même pas une carte du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, ce que nous disent les instituts de conjoncture, quand ils font des enquêtes longues, lourdes et structurantes, en interrogeant les chefs d'entreprise, c'est qu'à 80%, ils ont un problème de demande, c'est-à-dire un problème de carnet de commandes. Donc vous êtes d'accord pour les chiffres, mais il faut revoir à l'intérieur tout l'aménagement. Un chiffre très simple. Nous proposons de faire 22,5 milliards de réduction d'allègement en direction des entreprises et d'en faire, en direction des ménages, d'en faire 24,5. Voilà. Et donc pourquoi? Parce que si nous ne stimulons pas consommation, si nous ne soutenons pas la consommation, stimuler la consommation aussi des classes populaires et des classes moyennes, si nous ne permettons pas aux collectivités locales d'investir localement, est-ce que Valls va vous entendre là? Nous entendre, oui, parce que de toute manière, on va s'exprimer. Vous le voyez cette semaine alors, hein? Il ne peut que nous entendre dans le sens où nous allons nous exprimer. Après, chacun prendra ses responsabilités. Et s'il refuse vos amendements, s'il refuse certaines ouvertures, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que là, vous ne voterez pas le collectif budgétaire à ce moment-là? Nous voterons nos amendements, après nous nous réunirons et nous verrons. Mais notre démarche, elle n'est pas tactique, c'est pas une démarche de pouvoir interne au Parti socialiste, au groupe socialiste. C'est parce que nous sommes convaincus que si nous ne faisons pas ça, je veux dire, le pays va vraiment s'affaisser. Donc notre volonté à travers cela, c'est de faire une politique économique que nous pensons être souhaitable pour le pays. C'est un petit peu Matteo Renzi, est-ce que vous vous inspirez de lui ou pas? Il y a des aspects de sa politique qui nous inspirent. D'accord. Pas sur la forme, il ne suffit pas simplement d'être dynamique, en apparence, etc. Sur le fond. D'accord. Soutenir la consommation aussi. D'accord. Et alors, il y a les contraintes budgétaires de Bruxelles aussi. Parce que Bruxelles vous demande de faire des économies. Bruxelles vous demande justement davantage donner aux entreprises et accorder aux entreprises davantage de moyens et peut-être pas la relance par la consommation telle que vous la prenez. Bruxelles le sait. Oui. Nous n'atteindrons pas les 3%. Et nous n'atteindrons pas l'équilibre budgétaire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas massivement réduire le déficit budgétaire en période de croissance. Et ça ne vous dérange pas, vous? Donc, nous avons une discussion, tous les pays ont une discussion avec Bruxelles, on leur dit oui, on va faire plein d'efforts. Bruxelles dit oui, vous allez faire plein d'efforts, mais en contrepartie, ils savent qu'on n'est pas aux 3%. Par contre, la question qui est posée, c'est pas celle-là. C'est que dans le travail de consolidation budgétaire que mènent tous les pays, ça pose un problème si l'Europe ne prend pas le relais de l'investissement. Donc là, il y a une discussion à avoir. La Banque Centrale Européenne a fait ce qu'elle avait à faire du point de vue de la technique, de la gestion de la monnaie, mais ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui prendre le relais de l'investissement. C'est ça que oui, dans le sens de l'investissement. Mais je croyais que François Hollande nous avait dit qu'il allait réorienter l'Europe quand il a été élu. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'a rien fait finalement? En tout cas, disons que ça n'a pas encore produit les résultats escomptés. Oui, c'est une formule polie. Les intermittents, est-ce que c'est un dossier sur lequel il faut réformer ou est-ce qu'il faut laisser le... Sur les intermittents, la position est simple. Moi, je soutiens complètement les intermittents. Je trouve que cette convention, la renégociation de cette convention par les syndicats... Qui est moins favorable aux intermittents. Est injuste. Non, mais elle est injuste. C'est une profession très précarisée, à qui on a demandé de faire beaucoup d'efforts. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, j'en rencontre, qui sont des intermittents, qui vraiment travaillent énormément et pour gagner vraiment des bouts de chandelle. Je pense que le vrai sujet, c'est pas de leur réduire leurs droits. Je vais prendre un exemple. L'affaire d'Arthur le montre. Là, il y a une personne qui s'est fait 200 millions d'euros de fortune personnelle, au départ grâce à la télé publique, puis après la télé privée, pour produire des spectacles qui sont faits par qui? Des intermittents. Bon, donc il y a peut-être une réflexion à avoir aujourd'hui sur la manière dont on organise le monde salarial dans le domaine du spectacle. Est-ce qu'il ne faut pas carrément que l'État prenne en charge le système d'assurance des intermittents? En tout cas, pour le sortir de la sécurité. En tout cas, vu l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, et je pense que les intermittents ne reculeront pas, ils auront raison. De ce point de vue-là, moi, je serai le gouvernement, je suspendrai la convention. Voilà, je ne la ratifierai pas. Je ne suspendrai la convention et je remettrai toutes les parties autour de la table. Et moi, je me félicite de la mission de Jean-Patrick Gilles. Je y vois un premier signe d'apaisement de la part du gouvernement, mais si derrière on ne suspend pas la convention, on va dans le mur. Chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'on fait?
chauffeur de taxi... Est-ce qu'il faut que l'État rachète les licences des chauffeurs? Non, c'est un vaste débat. Ça demanderait beaucoup de temps pour en parler, parce que la manière dont on a libéralisé le secteur, à l'époque, a posé des problèmes. Bon. D'accord. Transition énergétique, Ségolène Royal dit ça sera pour 2014. Est-ce que vous croyez que c'est envisageable? C'est souhaitable. Mais aussi, il faut que la loi soit une loi qui couvre tous les sujets, y compris la question de la réduction du parc du nucléaire. Oui, et ça, là-dessus, le gouvernement est quand même assez discret. Hein. Fessenheim, ça va être fermé d'ici à la fin du quinquennat? Le gouvernement en a pris l'engagement. D'accord. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il va le tenir. Écoutez, moi je ne suis pas membre du gouvernement, monsieur, je suis député. Très bien. Eh bien, c'était le député, justement, Pascal Cherki, au talk Orange Le Figaro, qui nous a dit qu'il allait mettre, avec tous ceux qui ont assigné l'appel des 100, eh bien, à profit ces jours à venir pour essayer d'infléchir les choix du gouvernement, dont il ne conteste pas les enveloppes, d'ailleurs. C'est plutôt la ventilation qui est à revoir, selon lui. Merci, Pascal Cherki.